Est-ce que l'on peut parler d'une guerre froide, d'une nouvelle guerre froide, puisqu'il y a quand même bien quelque chose qui ressemble à une confrontation. Alors vous avez les événements en Ukraine, à partir de fin 2013 à début 2014. En mars 2014, on a une guerre hybride. En février 2014, vous avez le rattachement Manu Militari de la Crimée qui est amorcé. Et puis ensuite, vous avez la guerre hybride qui démarre au Donbass. Tout ça, ça n'est pas un accident, ce ne sont pas simplement des gesticulations politico-militaires, comme on a voulu le penser à un certain moment. En fait, ce sur quoi je voudrais insister, et ça sera donc la ligne de force de cet exposé, c'est sur le fait que Vladimir Poutine, plus largement les dirigeants russes, ne sont pas simplement des hommes effets qui se contenteraient de réagir à un certain nombre d'initiatives occidentales. Ça n'est pas simplement de l'opportunisme. À mon sens, il y a une vue du monde, il y a un système de représentation géopolitique cohérent sur lequel je vais revenir par la suite. Et cette vue du monde, cette conception du monde, eh bien, elle surplombe ce que l'on peut appeler une grande stratégie. Donc là aussi, je pense que j'aurai l'occasion de revenir sur ce qu'est une grande stratégie. Alors ce qu'il s'agit de faire ici, c'est d'apporter quelques éclairages sur cette géopolitique russe, géopolitique discours, donc là c'est tout ce qui est rhétorique, c'est tout ce qui est représentation, et puis également géopolitique pratique, donc la mise en pratique de cette géopolitique, c'est ce que j'ai appelé une grande stratégie. Alors je verrai ça en 3 points. Le premier point portera sur les représentations géopolitiques russes, leur renouvellement après la guerre froide. Le second point sera centré sur le projet politique russe et la grande stratégie qui porte ce projet, en insistant sur les espaces qui concernent plus spécifiquement l'Europe, l'Occident. Donc je ne vais pas par exemple m'embarquer dans tout ce qui est géopolitique russe en Extrême-Orient, même si je serai amené à en dire certainement 2 ou 3 mots à travers le partenariat géopolitique, stratégique qui existe entre la Russie et la Chine. Et puis le troisième point, j'étais déjà en train d'anticiper la chose, comme souvent je vais plus vite que la musique, c'est la dimension mondiale de cette grande stratégie avec ses limites. Alors un premier point donc sur les anciennes et les nouvelles représentations géopolitiques. C'est là où il nous faut revenir sur ce qu'est une représentation géopolitique. Ce qu'on appelle une représentation géopolitique, c'est un ensemble plus ou moins cohérent d'idées, d'arguments historiques, d'opinions, de croyances qui sont mobilisés par les protagonistes d'un conflit. Ou pour dire les choses plus simplement, c'est une image du monde, c'est une représentation de soi et du monde qui justifie et qui surplombe donc un projet politique et une stratégie. Alors c'est l'Institut français de géopolitique, c'est l'école de géopolitique d'Yves Lacoste et de Béatrice Gibelin insiste beaucoup sur l'importance de ces représentations géopolitiques. Les rapports de puissance, les conflits géopolitiques, ce sont aussi des confrontations sur le plan des idées, sur le plan des images, sur le plan des représentations. Alors si on se reporte donc au cas de la Russie, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est l'échec du communisme, c'est la dislocation de l'URSS, tout cela bien sûr a eu des effets en profondeur, même s'il y a aussi des continuités, des rémanences. On se souvient que Poutine, à plusieurs reprises, a parlé donc de la fin de l'URSS comme la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, dès 2000. Je vous rappelle qu'il arrive au pouvoir en 99-2000, et donc à plusieurs reprises, il est revenu là-dessus. On a voulu voir dans ses propos, dans cette formulation, une sorte de nostalgie affective, mais il fallait certainement y accorder plus d'intention. Toujours est-il que sur le plan des représentations, sur le plan des discours, la fin de l'URSS, c'est la faillite de la dialectique marxiste-léniniste qui se voulait une science de l'histoire. Ça a provoqué un vide idéologique et dans ce contexte, dans ce que les Russes considèrent être un nouveau temps des troubles, on a vu émerger, s'élaborer d'autres thèmes, d'autres thématiques, d'autres représentations géopolitiques. Alors je ne vais me contenter de les parcourir parce qu'on n'a pas énormément de temps devant nous, et puis si possible, malgré tout, je voudrais essayer de conserver quelques minutes pour le débat, donc je vais essayer de faire tenir ça en une demi-heure. Parmi ces éléments, si vous voulez, on pourrait presque dire ces items, des unités de base, des nouvelles représentations géopolitiques, vous avez le renouveau des thèses eurasiennes, de ce que l'on appelait donc le néo-eurasisme, vous avez le thème de l'identité slave orthodoxe, qui est également
également très fortement martelé. Et puis vous avez la redécouverte de la géopolitique classique, ce que j'appelle la géopolitique classique, c'est celle de la fin du 19e, début 20e, c'est Alfred Mackinder, c'est Karl Haushofer, etc., avec toute la thématique donc, du Heartland, du cœur des terres, la dialectique entre le Heartland, le cœur des terres, donc du point de vue russe, c'est l'ensemble russo-sibérien qui serait voué donc à dominer le monde, à prendre le pas sur la puissance maritime. Ça c'est quelque chose qui est également très présent dans les différents discours relatifs à la géopolitique en Russie. On pourrait dire quelque part qu'un matérialisme géographique est venu se substituer à ce que l'on appelait le matérialisme historique, c'est-à-dire la dialectique marxiste-léniniste. Alors l'aboutissement de tout cela, provisoire, c'est un curieux syncrétisme, c'est une synthèse maladroite, c'est en ce sens que je parle de syncrétisme, pas toujours très cohérent, assez difficile à qualifier, ce qui fait que les spécialistes de la question, pour désigner ce corpus d'idées, préfèrent parler de proto-idéologie, avec plus une vocation interne, c'est-à-dire forger un consensus, un unanimisme à l'intérieur de la Russie, plutôt qu'une vocation externe, c'est-à-dire qu'on n'est pas face à une idéologie constituée comme l'était le marxisme-léninisme, avec une certaine puissance à l'exportation, une forme de millénarisme sécularisé ou encore de religion séculière, comme disait Raymond Aron et un certain nombre d'autres observateurs à l'époque. Alors la ligne de force de tout ce corpus d'idées, de ces représentations géopolitiques, c'est l'opposition déclarée à l'Occident. Or l'Occident ici, on définira de manière conventionnelle comme la sphère des États qui appartiennent à l'Union européenne et à l'OTAN, donc l'Europe, l'Amérique du Nord pour l'essentiel. Alors il y a cette opposition sans cesse qui revient, qui exprime d'une part la nostalgie de la superpuissance soviétique, en l'occurrence surtout de l'URSS de Brejnev, puisque sous Brejnev, l'URSS était un État-monde qui avait atteint un semblant de parité avec les États-Unis. Je dis un semblant parce que nous, on connaît la suite de l'histoire, c'est ce que l'on dit toujours, les historiens plutôt sont comme les notaires, ils arrivent quand tout le monde est mort, donc c'est beaucoup plus facile de faire le départ, de faire le partage des choses, mais dans les années 70, il y avait véritablement le sentiment que l'URSS était en passe de l'emporter, il y avait un certain nombre de choses qui nous échappaient quant aux limites de cette puissance soviétique. Je rappelle qu'à l'époque, vous aviez Raymond Aron qui avait écrit Plaidoyer pour une Europe décadente, ça a été publié en 1977, vous aviez Julien Freund qui avait écrit La fin de la Renaissance, ça va être publié 1 ou 2 ans après, au tout début des années 80, vous aviez Jean-François Revel qui écrivait Comment les démocraties finissent, ça a dû être publié en 1982, et alors il faut bien avoir à l'esprit que Vladimir Poutine est véritablement le produit de cette période-là, de cette période brejnevienne. Donc ça exprime cette opposition à l'Occident, je reviens au centre de mon propos, ça exprime donc cette nostalgie de la superpuissance, et puis il y a aussi cette conviction très forte du côté russe, c'est celle, enfin en tout cas du côté des dirigeants russes, c'est cette conviction selon laquelle la guerre froide ne serait pas terminée, que le temps de la revanche serait venu. Alors ça c'est un discours qui monte en puissance dans les années 2000. Les années 1990, c'est les années Yeltsin, et donc c'est une sorte de polyarchie chaotique qui mélange des aspects assez contraires. D'un côté, il y a corruption, il y a désordre, etc. De l'autre côté, il y a un indéniable progrès des libertés. Et puis, ce qui prime encore à cette époque, même s'il faudrait travailler la chose de manière plus précise, c'est plutôt le lien à l'Occident. Et puis, il y a une bascule qui s'est faite dans les années 2000, après l'ère Yeltsin. Alors ça me mène à mon deuxième point, je devrais réussir à tenir le temps qui m'est imparti. Le deuxième point, c'est ce projet donc politique, géopolitique russe, porté par une grande stratégie. C'est un projet qu'il faut qualifier de révisionniste. Alors à mon sens, il y a bien un projet d'ensemble, je vais d'abord revenir là-dessus. Ça doit être souligné parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui a été sous-estimé. D'une manière générale, il y a une sous-estimation
motivations de Poutine. D'une part, finalement, on réduisait dans les années 90, début des années 2000, la Russie à un grand État mafieux, c'est-à-dire qu'on a compris, il ne faut pas imaginer que les dirigeants occidentaux sont complètement naïfs, on a compris progressivement au fil des années 90 que finalement la Russie n'était pas une grande Pologne engagée donc, dans une transition politique, économique, c'est-à-dire démocratie libérale, économie de marché, mais on s'est quand même surtout concentré sur les aspects politico-mafieux qui sont réels en Russie, et finalement les dirigeants russes bien souvent étaient vus avant tout comme des chefs mafieux qui étaient principalement soucieux de s'enrichir, pour lesquels finalement la richesse était une motivation plus importante que la puissance. Et puis quant à Poutine, donc était vu comme un super chef mafieux qui maintenait un équilibre entre les différents clans, finalement on y voyait le partenaire naturel de l'Occident, alors un partenaire rugueux, mais qui finalement ne cherchait qu'à améliorer les termes de l'échange avec l'Occident, qui cherchait à accroître, si vous voulez, son pouvoir de négociation avec l'Occident, mais en dernière instance, il chercherait d'une manière ou d'une autre à accrocher la Russie finalement au train occidental. Donc il y a eu sous-évaluation de la volonté de puissance de la part de Poutine, des dirigeants russes, de la classe dirigeante russe, de ce qu'on appelle les siloviki, les hommes en épaulettes, tous ceux qui sont issus des structures de force, des structures de sécurité. Il y a eu sous-estimation, sous-évaluation de la volonté de revanche de la classe dirigeante russe en général. Et donc c'est ce qui explique, c'est ce qui constitue un petit peu, si vous voulez, les tenants et les aboutissants de la politique de reset qui a été lancée à partir de fin 2008, début 2009, c'est la fin de l'administration Bush-Fils, c'est l'administration Obama qui se met en place, on est juste donc au lendemain de la guerre russo-georgienne d'août 2008, et puis il y a l'idée selon laquelle finalement on a peut-être fait un peu trop pression sur la Russie, si on lève le pied, si on relâche la pression, et bien normalement on doit pouvoir dégager des plages de coopération avec la Russie. Là c'est cette politique de reset, de redémarrage des relations russo-américaines, plus largement russo-occidentales, qui a été lancée donc à partir de 2009. Alors du côté russe, du côté de Vladimir Poutine, à mon sens, il y a bien un projet d'ensemble, donc un projet que je qualifie de révisionniste, je reviens maintenant sur ce terme, révisionniste parce qu'il s'agit de revenir sur toutes les transformations géopolitiques qui sont advenues en Europe depuis la césure 1989-1991, y compris par la force armée, comme on l'a vu à plusieurs reprises, que ce soit en Géorgie, que ce soit ou encore en Ukraine. Et alors quand on discute avec un certain nombre d'officiels russes, ce qui est frappant, c'est de voir qu'ils admettent sans aucun problème, sans vergogne aucune, le parallèle qui est fait parfois en Russie entre l'Europe post-guerre froide, celle d'aujourd'hui, et puis l'Europe de Versailles, ou encore ils font le parallèle avec la paix de Brest-Litovsk en mars 1918. C'est-à-dire finalement tout cela, ça n'était que des concessions tactiques, et aujourd'hui, eh bien, on se sent suffisamment fort pour remettre tout ça en cause, donc y compris les frontières internationalement acceptées en Europe. Alors j'insiste sur le fait que c'est quelque chose de particulièrement dangereux pour l'Europe, parce qu'on dit souvent la vieille Europe, l'ancien monde, mais la structure géopolitique de l'Europe, elle est beaucoup plus récente et donc beaucoup plus fragile qu'on ne le pense. Il y a à peine 15% des frontières en Europe qui datent d'avant 1815, et puis vous avez à peu près le quart des frontières en Europe qui datent d'après 1991. Donc le risque, c'est d'ouvrir la boîte de Pandore et de revenir à une forme de darwinisme politique, géopolitique, avec des affrontements entre les différents États pour imposer par la force armée des frontières qui finalement sont récentes. Alors l'idée directrice du côté russe, donc celle qui est au cœur de ce projet politique, géopolitique russe, c'est reconstituer une sorte d'URSS, une URSS, le New Look, qui ressemble un peu à certains égards à des projets qui étaient déjà sur la table, en tout cas qui étaient déjà discutés à l'époque d'Andropov. Je vous rappelle qu'Andropov, c'était l'ambassadeur de l'URSS à Budapest en 1956. Ensuite, le même Andropov donc, a été à la tête des services du KGB pendant de longues années, et puis c'est lui qui a succédé à Brejnev, lorsque Brejnev disparaît en 1982, et il était présenté comme un rénovateur, et il avait une idée de réforme de l'URSS pour la rendre plus efficace. Et quelque part,
Andropov est considéré comme le mentor de Vladimir Poutine. Alors Andropov n'a certainement pas connu Vladimir Poutine, parce qu'à l'époque, c'était devait être un simple colonel, un simple capitaine d'ailleurs, il ne devait pas encore être lieutenant-colonel du KGB, mais toujours est-il que dès que Vladimir Poutine donc, a été mis sur orbite, dès qu'il a été mis à la tête des services, puisque avant de devenir Premier ministre et de succéder à Yeltsin, il a été mis à la tête des services de l'ex-KGB, il s'est empressé d'honorer la mémoire d'Andropov. Donc l'idée directrice a reconstitué une sorte du RSS, du RSS New Look. C'est une idée qui finalement apparaît déjà en filigrane dans les années 90 avec ce qu'on peut appeler la doctrine de l'étranger proche. La doctrine de l'étranger proche, elle est élaborée à l'intérieur de la Douma dès 1992. Donc c'est l'idée selon laquelle finalement tout l'espace post-soviétique devrait être reconnu comme la sphère d'influence exclusive de la Russie. Et c'est repris dès 1992 par Boris Yeltsin, donc on voit que c'est quelque chose qui est déjà dans l'air avant même que Vladimir Poutine arrive au pouvoir. Et puis ce qui exprime aujourd'hui le mieux cette doctrine de l'étranger proche et cette volonté donc de reconstituer une URSS New Look, c'est le projet d'union eurasienne qui a pris forme donc début 2015. Alors c'est la mise en œuvre de cette politique, de cette grande stratégie russe. Grande stratégie, c'est justement la mise en œuvre d'une politique de puissance qui a débouché donc sur toute la situation que l'on connaît aujourd'hui en Ukraine, avec une pression russe extrêmement forte, la volonté de resatelliser finalement l'Ukraine et puis d'en faire la pierre angulaire de ce projet d'union eurasienne. Et donc en retour, ça a débouché sur une insurrection civique fin 2013, début 2014. Alors à partir de là, vous avez tout un jeu d'engrenage, le rattachement Manu Militari de la Crimée et le déclenchement d'une guerre hybride. Une guerre hybride, c'est ce qu'on appelle aussi une guerre fantôme, c'est ce qu'on appelait autrefois une guerre couverte au Donbass. Alors avec des effets, avec des répercussions, je ne sais pas si je peux m'appuyer un peu plus sur la carte, il semble que non, mais avec des effets, des répercussions sur tout l'axe qui va de la Baltique à la mer Noire. C'est finalement cet espace qui est l'interface entre d'un côté la Russie, de l'autre côté l'Occident, l'Europe plus largement l'Occident, et donc on a des tensions, des risques, des menaces qui vont de la Baltique à la mer Noire. Du côté russe, il y a la volonté finalement de faire de la Baltique, de la mer Noire, des mers fermées. Alors on a des stratégies d'interdiction, etc., des stratégies anti-accès. Je ne peux pas trop m'embarquer dans la description de tout cela. De l'autre côté, du côté occidental, du côté de l'Union européenne et surtout de l'OTAN, puisque c'est l'OTAN qui est en charge de la défense de l'Europe, il y a la volonté de maintenir ouvertes ces mers, ne serait-ce que pour pouvoir apporter aide et secours aux différents États membres de l'OTAN. Donc pensez à la Pologne, à l'Allemagne, aux États baltes qui sont riverains de la Baltique d'un côté. Pensez à la Bulgarie, la Roumanie. Après il y a la question de la Turquie qui est là aussi un peu plus complexe en mer Noire. Donc c'est véritablement les différents théâtres, les deux principaux théâtres, Baltique, mer Noire, et tout cet axe sur cet isthme Baltique-mer Noire, ce sont les théâtres de cette confrontation entre la Russie et l'Occident. Donc là encore, l'actualité assez récente nous ramène à tout ça. C'est le sort de l'enclave de Kaliningrad, l'ancienne Königsberg. On sait au cours de cet été que vous avez un certain nombre de systèmes d'armes qui ont été introduits par les Russies sur cette enclave, des S-300, des S-400, ce sont des antimissiles, une sorte de défense antiaérienne poussée. Et puis ces dernières semaines, voire ces derniers jours, on a appris que des missiles nucléaires avaient été déployés dans l'enclave de Kaliningrad. Donc, j'aurai peut-être l'occasion de revenir sur tout ce qui se joue en Crimée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà des questions de droit international, des questions de principe, dans l'affaire de la Crimée, c'est que l'annexion de la Crimée, son rattachement Manu Militari, modifie également la balance des forces en mer Noire. Et donc, là aussi, c'est susceptible de changer beaucoup de choses. Et il faut insister sur la Crimée, parce que la Crimée, c'est la mer Noire. La mer Noire, finalement,
finalement, pour la Russie, à travers les détroits turcs, c'est la possibilité d'accéder assez rapidement à la Méditerranée orientale. Et donc, là encore, ça nous ramène à l'actualité. Il y a un retour en force de la Russie en Méditerranée orientale. C'est perceptible, si je puis dire, notamment à travers cette alliance étroite avec la Syrie de Bachar al-Assad, avec le régime de Bachar al-Assad. Et donc là, il y a aussi tout cet intérêt de la Russie pour le Moyen-Orient. Ça n'est pas simplement un boulevard défensif en avant de ses frontières méridionales. Là, souvent, les géopolitologues russes insistent là-dessus. Le Moyen-Orient, c'est ce boulevard défensif. Et finalement, en Syrie, nous ne faisons qu'une guerre préventive contre le djihadisme. En fait, il y a la volonté de récupérer l'héritage soviétique à travers cette alliance étroite avec la Syrie de Bachar al-Assad. Il y a la volonté de regagner des positions et puis donc de faire retour dans la région Proche-Orient, Moyen-Orient, en alliance avec le régime chiite iranien. Et ce à quoi on a assisté donc, depuis maintenant un peu plus d'un an, c'est la mise en place d'un front russo-chiite au Moyen-Orient, qui traverse de part en part le Moyen-Orient. Donc voilà tout ce qui m'amène à insister sur la dimension, si vous voulez, néo-soviétique de cette géopolitique russe. On a beaucoup parlé ici, mais dans les débats en général, des parts relatives de l'eurasisme, de l'héritage slave orthodoxe, mais il y a cette dimension néo-soviétique qui est extrêmement présente. Et donc volonté de la part de cette Russie poutinienne de finalement renouer ou tenter de renouer avec la superpuissance soviétique d'autrefois. Alors ça nous mène à mon troisième point, une grande stratégie à vocation mondiale, à vocation donc néo-soviétique. Donc on change d'échelle, j'applique la méthode géographique, géopolitique d'analyse, et donc on passe à un autre ordre de grandeur, à un autre niveau d'analyse. Ce souci de faire de la Russie non pas simplement une puissance régionale dans son étranger proche, dans l'espace eurasiatique, comme on a pu le penser à un moment, mais de récupérer cet héritage soviétique, de redevenir une puissance de rang mondial, voire une superpuissance qui serait l'alter ego des États-Unis. Alors c'est quelque chose qui, là encore, est esquissé dès les années 90 avec ce qu'on appelait à l'époque la doctrine Primakov. Donc Primakov avait été mis à la tête des services sous Yeltsin, et puis ensuite il a été son ministre des Affaires étrangères, et puis enfin il a été pendant quelques semaines ou quelques mois son premier ministre. Et donc Primakov avait pris soin dans les années 90 de réinstaurer des partenariats avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Iran. C'est dans les années 90 qu'est mis en place le groupe de Shanghai en 1996, et ce groupe de Shanghai il est devenu en 2001 l'Organisation de coopération de Shanghai. Mais alors dans les années 90, la finalité était moins ambitieuse qu'aujourd'hui, que dans les années 2000, puisqu'il s'agissait surtout de rehausser le pouvoir de négociation de la Russie avec l'Occident. Donc il y avait toujours cette primauté finalement de la politique occidentale, la volonté de se rattacher à l'Occident. C'est d'ailleurs en 96, 97, j'ai un doute, mais c'est à peu près ça, que pour la première fois, la Russie est admise au G7, et le G7 devient un G8, en fait un G7 plus 1, et donc à cette même époque, toutes ces négociations, ces partenariats avec la Chine, l'Inde, l'Iran visent justement à pratiquer une sorte de jeu de balance, pas véritablement un jeu de bascule, mais avoir plus de poids dans les négociations avec les États-Unis et avec l'Union européenne. Alors progressivement, ça s'est durci, parce que ça c'était les années 90, avec des objectifs limités. Dans les années 2000, vous avez un durcissement de la politique étrangère russe au plan mondial. C'est dans les années 90 que l'on parle de plus en plus de coalition anti-hégémonique, et puis que la Russie, les diplomates russes, font un usage polémique, au sens polémologique du terme, de la multipolarité. C'est-à-dire que la multipolarité, vue depuis la Russie, c'est pas un ensemble de considérations sur les moyens d'atteindre un monde plus mesuré, plus stable, plus équilibré. C'est une forme de contestation de l'hégémonie américano-occidentale qui s'est déployée dans les années 90. Et donc dans les années 2000, ce thème de la multipolarité offensive
en quelque sorte, est mise en avant. Et c'est également au cours des années 2000 là, que la diplomatie russe récupère un autre thème très présent à cette époque, c'est le thème des BRICS, donc l'idée selon laquelle le monde appartenait à des puissances émergentes, et il cherche en quelque sorte à faire de la Russie le leader idéologique des BRICS. Au départ, je rappelle que c'est un concept plutôt financier, avec un arrière-plan géoéconomique, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, et puis tardivement on y a rattaché l'Afrique du Sud, South Africa, et donc l'idée au départ c'est plutôt mettre sur l'écran radar des traders, des investisseurs, des marchés émergents, des marchés porteurs, et dans les années 2000, là, la Russie s'empare de ce thème, elle met en place un format diplomatique, c'est la Russie qui est à l'initiative de ce format diplomatique, le premier sommet qui s'est tenu, d'ailleurs c'est assez tardif, c'est en 2009 à Yekaterinbourg, et donc il y a l'idée de poser la Russie comme chef de ligne des BRICS. Alors maintenant, ce qu'il faut préciser, c'est le problème, c'est là où on touche aux limites, si vous voulez, de cette politique russe, c'est que les puissances dites émergentes ne constituent pas un ensemble géopolitique cohérent, et encore moins un front anti-occidental. Et puis par ailleurs, eh bien, les BRICS ont beaucoup perdu de leur superficie, c'est Jimmy O'Neill, c'était le chef économiste de la Goldman Sachs à l'époque, qui avait forgé ce concept en 2001, et puis aujourd'hui, récemment interrogé sur la chose, il dirait que de toutes ces initiales, il ne conserverait que le C. La Chine à elle seule, ça représente à peu près la moitié de ce que pèsent les BRICS. Il y a des déséquilibres très forts, et donc si on prend les BRICS aujourd'hui, c'est à peu près le 5e de l'économie mondiale. En 2001, c'était moins de 10%, ça devait être 8,5%. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça pèse, les BRICS, un peu plus de 20% de l'économie mondiale. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que la Chine à elle seule, ça doit être à peu près 15% de l'économie mondiale, et puis la Russie, elle, c'est 1,4%. Bon, tout cela nous amène à accorder plus d'attention, plus d'intérêt au partenariat sino-russe, puisque évidemment le BRICS, c'est un format diplomatique avec lequel on joue, entre guillemets, mais ça ne débouche pas sur une alliance anti-occidentale, loin s'en faut. Donc en revanche, il y a le partenariat sino-russe. Alors le partenariat sino-russe qui s'est mis en place à partir de 1996, qui a été progressivement renforcé, c'est l'axe structurant de l'organisation de coopération de Shanghai. Et ça a été présenté surtout à partir de 2014, donc à partir des événements en Ukraine, ça a été présenté comme une solution de rechange. C'est l'époque où la Russie se voit imposer des sanctions suite à l'annexion de la Crimée et à la guerre hybride qui a démarré au Donbass. La Russie est évincée du G7, et donc le discours russe, c'est finalement nous allons faire notre propre pivot, nous allons pivoter vers la Chine, nous allons pivoter vers l'Asie, et puis en quelque sorte la Chine viendra se substituer à l'Occident, le marché énergétique chinois viendra se substituer au marché énergétique européen. En fait, ça n'a pas donné grand-chose. Vous avez un contrat du siècle qui a été mis en scène, qui a été signé en mai 2014 sur la construction d'un gazoduc depuis la Sibérie orientale vers la Chine. Mais ça n'est pas un bouleversement logistique. La logistique du gaz, la géopolitique du gaz en Europe, Eurasie n'a pas été bouleversée par ce gazoduc. Les circonstances, elles ont été exploitées par la Chine pour avoir les meilleures conditions commerciales possibles. Ça faisait 2 ans que ces négociations patinaient, et donc Poutine, mal pris dans toute cette affaire, les dirigeants chinois en ont profité pour imposer leurs conditions. Et puis enfin, toujours sur ce partenariat sino-russe, ou russo-chinois, comme on voudra, mais je l'ai déjà mentionné, le différentiel de puissance est énorme entre la Chine et la Russie. Et vu de Pékin, la Russie, elle est considérée comme un partenaire de second rang, elle est avant tout considérée comme un fournisseur de matières premières. Donc il n'y a pas d'alliance entre les deux pays, il y a plutôt une sorte de dos à dos, deux pays qui s'appuient réciproquement. Donc la priorité pour la Russie, c'est l'Ouest en fait, c'est là où il y a des litiges géopolitiques avec l'Union européenne, avec l'OTAN, plus largement les États-Unis. Et puis la priorité pour la Chine, c'est notamment ce qu'on appelle les Méditerranées asiatiques, la mer de Chine du Sud, la mer de Chine de l'Est. Bon, là aussi, il y a tout un ensemble de litiges géopolitiques, et ces deux pays s'appuient réciproquement sans
aller jusqu'à une alliance. Enfin, toujours est-il que cette relation privilégiée entre la Russie et puis la Chine, ça gêne par ailleurs le retour de la Russie sur la grande scène asiatique, comme on dit en Russie, parce qu'ils sont très fortement liés à la Chine, avec très peu de latitude d'action, et donc ça gêne le développement de leurs relations propres dans la zone. Alors enfin, pour en terminer, c'est uniquement quelques éclairages avec la dimension mondiale de cette grande stratégie russe. Il faudrait prendre en compte la zone arctique, il faudrait plus de temps pour en parler. Toujours est-il que l'Arctique, c'est une zone d'importance dans cette grande stratégie russe. Vous avez une stratégie arctique 2020 qui a été adoptée en 2013, mais avant la date de 2013, à travers la doctrine militaire, la doctrine de la politique étrangère, la doctrine maritime, on a vu l'Arctique a gagné en importance dans les représentations, les conceptions géopolitiques russes et dans la stratégie russe. Il y a différents enjeux dans cette affaire. Alors il y a des enjeux de sécurité, il y a la dissuasion nucléaire. Aujourd'hui, vous avez les 3/4 des sous-marins nucléaires lance-engins russes qui sont à Mourmansk. Vous avez la sécurité du littoral de l'Arctique, du littoral russe de l'Arctique. Donc on est toujours dans les enjeux de sécurité et de défense. Le littoral russe de l'Arctique, ça fait 17 500 km sur un total de 38 000 km de littoral. Russe, le littoral russe c'est 38 000 km et vous avez donc 17 500 qui se trouvent le long de l'Arctique, donc enjeux de sécurité, de défense. Vous avez des enjeux de circulation, qui sont liés à l'impact du changement climatique sur la banquise. Donc il y a l'idée selon laquelle finalement on pourra avoir une nouvelle route entre l'Europe et l'Asie, à côté de la route de Suez, à côté de la route de Panama, on aurait une route beaucoup plus courte. C'est ce qu'on appelait autrefois, fin 19e, début 20e, le passage du Nord-Est. C'est ce que les Russes, ce que les Soviétiques appelaient la route maritime du Nord. Et puis, vous avez des enjeux de possession. Donc là, c'est tout ce qui est lié aux ressources énergétiques, avec des revendications de la part des Russes. Et des revendications qui portent sur la dorsale Lomonosov, qui portent sur un total d'1 200 000 km². Donc on voit que ce n'est pas simplement défense, sécurité, c'est pas simplement renforcer la posture défensive de la Russie, et il y a des enjeux plus larges qui par définition ont une dimension mondiale, vu la taille des espaces. Alors il se peut que les enjeux et les possibilités d'exploitation de tous ces espaces soient très exagérés, aussi bien sur le plan de la circulation que sur le plan des ressources, parce que les contraintes sont énormes, mais il n'en reste pas moins qu'il y a réaffirmation de puissance dans cette zone. Vous avez un commandement militaire arctique qui a été mis en place par la Russie donc, en 2015. Et donc là encore, c'est susceptible de répercussions sur les liens avec les États-Unis, avec l'Union européenne, avec l'OTAN, étant entendu que nombre d'États riverains de l'Arctique, outre la Russie, sont membres de l'Union européenne, sont membres de l'OTAN. Donc à l'intérieur de l'OTAN, par exemple, ce n'est pas une priorité, loin s'en faut, mais peu à peu, on voit monter en haut de l'affiche, si vous voulez, le thème de l'Arctique, puisque des pays comme la Norvège, par exemple, le Canada, posent la question de savoir si leurs alliés considéraient qu'ils seraient engagés si jamais il y avait des litiges et des conflits, même dans la zone arctique. Alors pour conclure, faut-il parler de nouvelle guerre froide? On a insisté sur cette confrontation, ses tenants, ses aboutissants, en regardant les choses vues depuis la Russie. Faut-il parler de nouvelle guerre froide? Jusqu'ici, on a été dans le déni, et on aime à rappeler que l'histoire, si elle balbutie, ne se répète pas. À mon sens, l'expression de nouvelle guerre froide, elle est tout à fait recevable. D'abord, l'expression est antérieure au conflit Est-Ouest, à ce que Georges-Henri Soutou a nommé la guerre de 50 ans. C'est une expression qui est au moins attestée depuis le XIVe siècle, dans la péninsule ibérique, pour désigner cette longue rivalité entre les royaumes chrétiens, les Émirats musulmans. Au XIVe siècle, on parle de guerre froide, donc il n'y a pas de raison de réserver cette expression pour désigner uniquement le conflit Est-Ouest au sens large du terme, donc depuis 45-47 jusqu'à 89-91. Et l'expression de guerre froide, en fait, elle désigne un état hybride de paix-guerre. De même que pendant la période 1870-1914, on a été progressivement amené à parler de paix armée.
Alors dans le cas présent, ce qui est quand même frappant, c'est qu'on retrouve peu ou prou les mêmes protagonistes sur le même axe est-ouest. La différence, c'est que les lignes de partage, eh bien, elles sont aujourd'hui 1000 km plus à l'est, puisqu'il y a eu des agrégations du pacte de Varsovie, il y a eu des agrégations de l'URSS, mais bon, il y a quand même le nombre de similitudes. Et puis par ailleurs, les dirigeants russes, il faut insister là-dessus, sont les premiers à revenir obsessionnellement, de manière obsessionnelle, sur la guerre froide, avec l'idée de revanche, l'idée selon laquelle finalement cette guerre froide n'était pas définitivement terminée. Ce qui s'était joué en 89-91, ça n'était qu'un armistice, et donc aujourd'hui, eh bien, il y a possibilité et volonté de remettre tout cela en cause. Alors maintenant, bien sûr, les effets de répétition, les rémanences historiques ne doivent pas occulter les différences d'une période à l'autre. La distribution de puissance, à l'évidence, n'est plus la même. Il y a notamment la montée en puissance de la Chine, de l'Asie, qui vient changer beaucoup de choses. Mais il n'en reste pas moins, et je termine mon propos là-dessus, que la Russie et l'Occident sont engagés dans une confrontation avec bien des développements possibles. Voilà, je vous remercie de votre attention.